Pour nos panélistes de l'après-midi, en fait, vous allez voir ce matin, on avait des panélistes riches d'expérience et de beaucoup de choses à nous apporter. C'est la même chose pour cet après-midi, vous l'aurez compris. Et je vais laisser le soin à Dorothy de présenter chacun d'entre eux. Alors, je vous remercie, je vous souhaite un bel après-midi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente d'être avec vous cet après-midi. Comme le mentionnait Pascal, l'année passée, j'ai vécu une belle expérience, donc je me considère une alliée. Puis ça m'interpelle énormément. Puis aujourd'hui, quand on parle de diversité, c'est certain que ça vient me rejoindre énormément. C'est tabou, que ce soit dans notre société, mais particulièrement au sein des gens issus des communautés culturelles. Donc, qui sont nos panélistes aujourd'hui? On a Lani Trilène, qui est intervenante au Centre de solidarité lesbienne. Donc, bonjour Lani, je vais te demander de procéder sur scène. On a également Gabriel Mujimberé, il est directeur adjoint d'Arc-en-Ciel d'Afrique. Donc, bonjour Gabriel. Rami Ayari, il est président de l'organisation militante LGBT qui est en Tunisie, qui s'appelle Without Restrictions, et il est lui-même un réfugié originaire de ce même pays. Donc, bonjour Rami. Et finalement, on a Imad Shinat, qui est directeur sensibilisation réinstallation des réfugiés syriens chez Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Comme vous remarquerez, il y a une panéliste qui est absente aujourd'hui, c'est Karen. Elle est réfugiée originaire du Togo. Malheureusement, elle a dû se rendre à l'hôpital. Elle a eu un problème de santé. Donc, on va vraiment lui souhaiter prompt rétablissement. Mais puisque c'est Lani qui l'a aidé dans son parcours, on va quand même pouvoir lui poser quelques questions à ce sujet-là. Donc, moi, je vais finalement m'asseoir. Oups. Parce que je veux voir tout le monde. J'aime voir les yeux de tout le monde. Je vais m'asseoir ici. Aujourd'hui, l'objectif, il y en a plusieurs. Dans un premier temps, il y a quelques questions très spécifiques que l'on veut aborder avec nos panélistes. Quelles sont-elles plutôt l'état dans lequel la personne arrive au Canada. Donc, quel est son état mental? Quels sont les chocs peut-être que cette personne-là peut vivre? On parle de choc post-traumatique, on peut parler de choc identitaire également. Quels sont les besoins récurrents en ce moment pour les gens qui sont dans cette situation-là? Donc, ils sont souvent dans une situation de vulnérabilité. Comment se passe l'intégration au travail? Comment se passe même l'intégration au sein de leur communauté culturelle ici même? Est-ce qu'ils doivent choisir, est-ce que je me rallie à la communauté LGBTQ? Est-ce que je me rallie à ma communauté culturelle? Donc, souvent, ces gens-là peuvent être très déchirés. Quels sont les manquements et ce qui se fait de bien également au niveau de l'accompagnement des nouveaux arrivants? Et finalement, quel est le parcours d'intégration versus la réalité? Donc, on a des gens quand même qui ont plusieurs parcours qui sont différents, qui sont enrichissants. Et je vais commencer tout de suite. Je vais vous demander de vous présenter brièvement, puis de mentionner pour quelle organisation vous travaillez. Donc, comme toi, Lani, tu travailles pour Solidarité lesbienne. Donc, j'aimerais ça que tu expliques un peu quel est ton rôle. Ouais, bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, je m'appelle Lani, je travaille au Centre de solidarité lesbienne depuis maintenant 3 ans. Je vais présenter le centre brièvement. C'est un centre qui, au départ, se focalise sur les violences conjugales dans les couples de lesbiennes, agressions sexuelles. Et depuis que je suis arrivée, j'ai remarqué qu'au niveau de la question de l'immigration, il y avait différentes femmes qui venaient et qui demandaient à ce qu'il y avait de l'aide, parce qu'ils n'en trouvaient pas ailleurs. Quand je suis arrivée, étant issue de l'immigration, pas du tout dans le même contexte, parce que je suis venue faire mes études, je me suis retrouvée face à beaucoup d'embûches pour faire les papiers, etc. Donc, je connaissais un petit peu les rouages de tout ce qui était paperasse, immigration. Donc, je me suis dit, bon, ben OK, je vais créer ça, je vais créer la mission. Et maintenant, la mission, ben, on est passé de 2 à cette année, j'avais 20 femmes qui sont venues demander leur statut de réfugié. Donc, c'est un petit peu, je les aide dans tout le processus entre le début de la demande jusqu'à passer devant le commissaire. On va pouvoir revenir sur le reste de la situation. Excellent, merci beaucoup. Gabriel, donc parlons un peu de toi, puis surtout d'Arc-en-Ciel d'Afrique. Très bien. Alors, comme il dit, je m'appelle Gabriel et Arc-en-Ciel d'Afrique, un organisme qui travaille à l'intégration des personnes LGBTQ d'origine africaine et caribéenne. Donc, à la base, vraiment, au tout début, c'était le public, c'était des personnes qui sont à Montréal depuis très longtemps, qui sont au Québec depuis longtemps, qui ont besoin d'un lieu où ils vont pouvoir
réunir toute leur identité, être eux complètement. Ils n'ont pas à choisir entre, comme tu disais bien à l'introduction, entre la communauté LGBTQ et la communauté ethnoculturelle. D'avoir un lieu où on n'a pas de poser de questions. Je donne souvent un simple exemple tout banal. C'est dire, j'aimerais bien aller à une fête LGBT où il y a de la musique africaine. Quelque chose de banal comme ça qui, c'est un petit détail, mais quand on va voir dans la vie des gens, c'est plein de petits exemples comme ça qui vont faire que la personne ne se sent pas intégrée et ne va pas pouvoir s'épanouir. Et puis, ce qui s'est passé aussi depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, on fait des interventions avec Praïda. Praïda, qui est un organisme qui aide les nouveaux arrivants. Et l'un de leurs programmes, c'est de pouvoir donner du logement. On voit le centre où ils donnent le logement aux personnes. On intervient pour parler de la situation des droits ici au Canada, en particulier pour les personnes LGBTQ. Et depuis qu'on fait cette intervention, la fréquentation d'Arc-en-Ciel d'Afrique a été comme multipliée par 5. Oui. C'est vraiment beaucoup. On se retrouve on a une moyenne de nouvelles personnes, de 15 nouvelles personnes par mois qui sont en demande de service. C'est beaucoup. Ils ne restent pas toujours sur le long terme, mais c'est quand même, il faut pouvoir être prêt à offrir le service pour tout le monde. Et ça fait qu'aujourd'hui, on se retrouve aussi que notre cible est aujourd'hui plus de 80% des personnes, des membres actifs et pas actifs même, sont des nouveaux arrivants, dont une grande partie demandeurs d'asile. Donc, on doit repenser aussi les services, revoir les services qu'on avait pour pouvoir intégrer, répondre aux besoins de notre nouveau public. Et Arc-en-Ciel de l'Afrique existe depuis quelle année? Depuis 2004. OK. Donc, un peu plus de 13 ans. De 13 ans. Donc, c'est quand même assez précurseur quand on parle de communauté culturelle puis de la réalité LGBTQ. Je voulais savoir, de votre côté, quel est le grand défi que vous voyez quand les gens arrivent? Comment vous leur donnez ce premier accueil? C'est-à-dire, ils arrivent à votre organisation, ils sont des réfugiés ou des nouveaux immigrants et ils sont peut-être désorientés. Donc, comment vous les accueillez? Nous, ce qu'on remarque, la première chose que les personnes ont besoin, c'est vraiment d'être écoutées. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de services qui sont offerts, que ce soit dans le parcours immigration, l'intégration, mais c'est très souvent séparé. C'est comme, tu viens pour l'immigration, c'est le même soutien pour tout le monde. Et c'est très carré. Il n'y a pas le temps de prendre en considération ce que la personne ressent. Comment tout le stress qui accompagne l'immigration. Puis il y a besoin de savoir, je peux parler à quelqu'un va m'écouter, va prendre son temps, va prendre en considération. Et surtout, je n'ai pas à expliquer mon historique, je n'ai pas à prouver, je n'ai pas à expliquer comment ça se passe chez nous en Afrique ou dans les Caraïbes. Les personnes savent déjà, ils sont préparés à t'accueillir, connaissent. C'est comme si chaque cas est particulier, mais on connaît en général c'est quoi les difficultés que les personnes ont vécues. Donc on peut accompagner par rapport à ça. Vraiment, le premier besoin, dire un endroit où je vais m'exprimer moi comme je suis, avec toutes les émotions qui viennent avec l'immigration. Et oui. C'est ça, je vais continuer un petit peu sur la même lancée que tu disais. Nous, la spécificité, ce ne sont que des femmes. Et c'est vrai qu'on est déjà dans la situation, c'est déjà un groupe minoritaire, parce que quand elles vont chercher l'information, il n'y en a pas beaucoup. Quand elles entendent parler de réfugiés, on trouve beaucoup des hommes, et donc leur histoire est souvent minimisée. Mais il y a d'autres choses qui rendent beaucoup plus complexe aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a énormément de femmes qui arrivent et celles qui ont réussi à fuir, je vais prendre les cas les plus extrêmes, celles qui ont fui leur pays pour cause de maltraitance, etc., ont souvent des enfants qu'elles laissent derrière. Donc, il y a aussi leur première question, c'est qu'est-ce que je vais faire? J'ai un mari qui ne veut pas forcément me donner la garde de mes enfants. Et elles ne peuvent pas aller le dire à quelqu'un d'autre que
des personnes comme elles. Donc, quand elles viennent au centre, la première chose, c'est vraiment d'aller faire sentir, de leur dire, vous êtes ici, à ce moment-là, c'est chez vous. Ce qui va se passer après, on verra sur le après. Mais c'est première rencontre, dis ce que tu as envie de dire, de la manière dont tu as envie de le dire, fais sortir tout ce que tu veux dire. Et juste cette petite chose-là, en général, ben, elle ne parle pas beaucoup, elle s'effondre en larmes, très souvent. Ça leur donne un sentiment, pour la première fois, d'appartenance à quelque chose, d'appartenance à un groupe, puis surtout un confort, quelque chose qu'elles n'ont jamais eu, puis de pouvoir verbaliser. De verbaliser, ah c'est vrai, je suis lesbienne, c'est ça qui m'a emmenée là, mais c'est surtout, je suis lesbienne, il y a d'autres personnes comme moi, puis qui ont réussi, puis qui s'en sortent, et c'est possible de vivre ça. Ça a l'air bête comme ça pour beaucoup de personnes, mais en l'espace de, je dirais, moi je les vois des fois la première fois, 1 heure et demie, on voit dans les yeux de cette personne-là déjà un soulagement. Puis tout le travail qui est fait après, ben, souvent, c'est très difficile, c'est très difficile. Des fois, moi à mon niveau, j'ai parfois juste 2 semaines pour les habituer à passer de tout ce qui était secret avant, qui n'étaient même pas capables de dire le mot lesbienne ou fait toute leur vie était secret, à je dois passer devant le commissaire puis je dois tout dire. Donc, c'est un choc en soi. C'est tout ce qu'il y a c'est l'un des plus grands chocs. Fait que je leur dis, dès la première rencontre, je leur dis, pour là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est votre moment, c'est vous, mais après ça, il va falloir qu'on rentre très profondément dans la situation. Oui. Ça leur fait peur, mais parce qu'elles savent, parce que justement, ça n'existait pas avant au niveau des femmes, parce qu'elles savent maintenant qu'il y a quelqu'un qui est là et qui les suit de tous les processus, le moment où on écrit l'histoire, l'avocat, la suite avec l'avocat, la date de comment elle se prépare, plus la journée de l'immigration. Je suis là avec elle. Ça leur donne le boost. Puis Arc-en-Ciel d'Afrique, ils font un petit peu la même chose après avec Praïda. Praïda, ben, nous, ils nous envoient aussi les filles. Puis nous, ben, on essaye, quand je vois que les filles, elles sont un petit peu plus ouvertes, je les mais c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est ce côté de la vie secrète, tu sais, des gens qui ont des maris et qui arrivent ici, qui là justement se rendent compte, OK, on est dans une société plus libérale et qui leur permet d'être qui elles sont. Merci beaucoup. On va poursuivre avec Rami parce que vous, votre expérience, elle est très similaire. Vous êtes vous-même un réfugié et vous dirigez une organisation militante en Tunisie. Rami Ayari, président de l'association Without Restrictions, qui travaille sur le droit LGBT en Tunisie. L'objectif de l'association... Ah, parlez plus fort. OK. L'objectif... Attends. On va le mettre. Ouais, accrochez-le. Pour que tout le monde s'entende. Donc, je disais, l'objectif de l'association, c'est la dépénalisation de l'homosexualité en Tunisie. L'association offre le soutien juridique, on fait des formations pour la communauté LGBT, comment se protéger, on fait des codes des corps en self-défense, voilà. Et vous l'avez fondée, cette organisation? Oui, je l'ai fondée en 2014. OK, donc qu'est-ce qui a été votre motivation? Donc, qu'est-ce que vous aviez observé? Est-ce que c'est basé sur votre propre expérience personnelle? Ben, en fait, oui, en même temps non, mais parce que la situation des personnes LGBT en Tunisie, il n'y a aucun respect des droits de personnes LGBT. On a beaucoup de crimes homophobes, des arrestations. Les gens ils sont sujets de 3 ans de prison avec un test anal pour prouver leur homosexualité. Du coup, quand tu regardes tous ces climats-là, tu ne peux pas regarder ça sans rien faire. Je vais juste demander de parler juste un peu plus fort parce que je vois les gens qui s'approchent, qui n'en même pas. Fait que c'est un exercice de vocalisation, mais juste de parler un peu plus fort. Ce que je disais, le but, pourquoi j'ai fondé l'association, parce que les personnes LGBT en Tunisie sont criminalisées, selon l'article 230, qui risquent de 3 ans de prison fermée, avec un test anal pour prouver leur homosexualité. Des gens qui seront expulsés par leur famille, des gens qui ont quitté leurs études, qui ne peuvent pas travailler. C'est ça, c'est pour ça que j'ai fondé l'association. Du coup,
Et pour vous, sur le terrain, comment que ça se passait? Donc, parce que vous faisiez là-bas, l'organisation, mais là, vous la dirigez d'ici pour aider les gens là-bas. Comment ça se passe? C'est vrai, le travail, c'est pas comme le travail quand tu es sur terrain, tu sais, il y a plus de rapidité pour aider la personne. Et surtout par rapport au décalage d'horaire ici, par exemple, c'est quand on reçoit un message, vu que c'est moi le seul admin de la page Facebook, du coup, ça prend un peu de temps pour répondre à la personne, pour réagir rapidement. Mais ça passe bien quand même. Donc, un exemple, comment ça fonctionne? La personne vous écrit un message, puis elle vous dit... Soit qu'il a des problèmes avec sa famille, ou bien il y a une arrestation. C'est ce qu'on fait, on réagit pour mettre un avocat pour la personne. OK, excellent. Merci. On va poursuivre avec M. Imad Shinhat, qui est directeur, comme je disais, sensibilisation, réinstallation des réfugiés syriens chez Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, vous, quand vous entendez ces témoignages-là, qu'est-ce que ça vous dit? Comment est-ce que vous recevez cette information? De différentes façons, ça me donne des frissons, premièrement, parce que moi aussi, j'ai vécu tout le processus de migration, de venir au Canada, d'être un immigrant. Peut-être raconter brièvement votre parcours à vous. Absolument. Moi, je suis arrivé en 1976 à l'âge de 18 ans. Comme les autres ont dit, c'est sûr qu'on vit un déchirement. Ça peut être très profond. J'ajouterais même un autre élément. C'est pas juste entre est-ce que je m'affilie avec la population LGBTQ ou avec ma communauté ethno-culturelle. Il y a aussi la société haute. Où est-ce que je me place dans tout ça? Il y a une tension avec 3 points. Donc, est-ce que je suis Canadien? Est-ce que je suis originaire de l'Inde? Mon identité indienne? Et par-dessus ça, je suis qui comme personne LGBTQ? Et dans mon cas à moi, je suis né en Inde. Ma famille a déménagé en Europe quand j'avais 3 ans. Et je venais d'avoir 18 ans quand on est arrivé au Canada. Donc, même encore, j'ai de la misère à me définir. Encore aujourd'hui? Au niveau culturel. Ça me fait du bien d'entendre qu'il y a des organismes qui ont apparu sur la scène à Montréal. Avant de travailler au gouvernement, je travaillais beaucoup au niveau communautaire à Montréal. Et à l'époque, pour les personnes issues de l'immigration, il n'y avait pas de ressources dans la communauté. Ça fait qu'à la fin des années 80, début des années 90, on a formé différents groupes à Montréal. Entre autres, moi, j'étais un des membres d'un groupe qui s'appelait SATI. C'était pour personnes d'origine sud-asiatique. C'est un collectif d'artistes. On a fait beaucoup de travail sur la définition de qui je suis puis comment je l'exprime pour se rendre à un niveau où on était confortable avec qui on était puis on était à l'aise de s'exprimer publiquement. Parce que justement, j'ai envie de savoir, comme vous, dans votre cas, votre coming out, vous l'aviez fait avant même d'arriver ici, vos parents étaient au courant parce que vous parlez de justement cette dualité-là. Oui. En fait, moi, mon coming out, je l'ai fait après mon arrivée ici. Je suis une personne qui était en questionnement longtemps. C'est peut-être une fonction de mon background culturel, parce que pour les familles de la classe moyenne d'origine indienne, la priorité pour les jeunes, c'est d'aller à l'école, obtenir son éducation, faire ses études universitaires, pour pouvoir prendre le marché du travail le plus rapidement possible, puis devenir docteur, médecin, ingénieur, whatever. Comme les Haïtiens. C'est ça. Puis, moi, pour ma part, je voulais être rockstar. C'est que mes parents, ils ont un petit peu de misère avec ça. Donc, il a fallu négocier ça avec eux. Mais c'est quelques années plus tard, c'est juste avant que je rencontre mon conjoint, René, qui est là, c'était peut-être 1 an ou 2 avant. Dans notre culture, souvent, les parents arrangent nos mariages. Donc, c'est eux qui font la recherche d'un conjoint ou d'une conjointe. Et moi, je ne savais pas, mais mes parents étaient déjà à la recherche depuis plusieurs années. C'est qu'à un moment donné, ils ont invité une femme d'origine punjabi, parce que mes parents sont de la culture punjabi. Ils ont mis des annonces dans les journaux de rencontres matrimoniales. Moi, je n'étais pas au courant. Alors, un beau jour, ils m'ont dit, on s'en va à l'aéroport, habille-toi. Pourquoi? Ah, c'est un secret, tu vas apprendre. On arrive à Mirabel, ça fait que ça date. Ça date, oui. Je n'étais pas encore née quasiment. Et il y a une très belle femme d'origine indienne dont la famille s'était rétablie en Afrique. Donc, mes parents me l'a présentée. Elle a passé 2 semaines ici.
Puis moi, j'étais déjà en questionnement, mais les questions étaient répondues, si je peux le dire comme ça, à 75 donc, mon identité commençait à être assez claire, surtout par rapport à mon travail avec le groupe qu'on avait formé à l'époque. Donc, on a passé les 2 semaines ensemble. Vous allez rire, à un moment donné, elle m'a dit « Matt, t'es pas comme les autres gars que j'ai rencontrés. » Puis j'ai dit « Effectivement, c'est vrai. Je suis pas comme les autres gars que t'as sûrement rencontrés. » Et tout ça pour dire, à la fin de 2 semaines, elle est retournée dans son pays. Et mes parents ont dit « Puis Matt, qu'est-ce que tu as pensé? » Je dis « Ben, elle était super belle, super intelligente, mais ça ne marchera pas. She's not my type. » C'est que ma mère a dit « C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que tu veux courir la galipote, puis non, c'est pas sérieux, tu veux pas t'établir. » Je dis « Non. » Comme mon adjointe de quelques années ici à Montréal disait, it's the up elevator et pas the down elevator. Ça, c'est sorti tout seul. C'est fait comme ça, mon coming out. Ma mère a dit, pourquoi? C'est quoi le problème? C'est que j'ai dit, it's because I'm homosexual. Elle a réagi immédiatement. Elle a ri. Elle dit, c'est une blague. C'est parce que tu veux pas te marier, tu veux pas t'établir, tu n'es pas prêt à fonder une famille. Je dis, non, maman, assieds-toi. Je suis gay. C'est que il y a eu une longue discussion. Mais dans mon cas à moi, contrairement à beaucoup d'amis que j'avais dans la communauté sud-asiatique qui ont claqué la porte à leur famille pour pouvoir vivre, moi j'ai décidé que je ne voulais plus vivre ce déchirement-là. Je voulais tout avoir. Je voulais avoir une relation avec ma famille. Je voulais être moi et je voulais être authentique avec moi. Donc, c'était un voyage qui continue encore, mais je dirais que le pire a duré 6 mois. Puis après ça, les choses ont commencé à se placer. Puis quand j'ai rencontré René, je pense que mes parents ont compris que c'était sérieux. Et ça fait, quoi, 26 ans? Wow! Alors, c'est ça. Mais il y a des journées où je me demande si ma mère l'aime plus comme moi. Oh! On sent l'émotion. Non, mais à chaque fois que j'y vais, elle va cuisiner un plat. Oublie pas de donner ça à René. Oui, mais pour moi. C'est un bon problème aujourd'hui. C'est ça. Le problème a changé un petit peu. Mais tout ça pour dire, on a cheminé ensemble comme famille. Mes parents avaient des questions. Je répondais aux questions à fur et à mesure. Parce que moi, je trouvais que c'était important de maintenir le lien familial. Et là, moi, je suis en transition à la retraite présentement. Et en ce moment, le fait d'avoir ma mère qui est très proche. Je ne vais pas pleurer parce que je suis très émue par votre témoignage, parce qu'on le sent, 30 ans, puis il est à la retraite, imaginez-vous. On va avoir l'air de ça à la retraite. Hein? Puis c'est vraiment de voir que votre témoignage, il y a des plus jeunes qui sont ici, puis vous donnez des conférences aussi à des jeunes pour pouvoir partager, parce que vous avez un projet également. Je m'excuse, je n'avais pas l'intention de pleurer. Non, mais c'est correct. Sinon, je peux passer à un autre si vous voulez reprendre vos esprits, ça va? Comme mon dernier mandat, j'avais demandé de travailler sur l'arrivée massive des réfugiés de la Syrie. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai travaillé dans le domaine des réfugiés. C'est quelque chose que je tiens à cœur. Et quand le projet est fini l'année dernière, il me restait quand même 1 an à peu près à travailler. J'ai une banque considérable de congés. Parce que je ne prends jamais des congés. Alors, j'ai décidé de prendre des congés. Mais j'ai eu beaucoup de temps de réflexion, puis à ce moment-là, l'opportunité s'est donnée de diriger une initiative au gouvernement fédéral dans mon ministère qui s'appelle Positive Space, l'espace positif. Donc, moi, je suis le président du réseau de l'espace positif dans mon ministère. Donc, ce que ça implique, ce qu'on veut faire, c'est mettre en place un réseau de personnes ressources à travers le ministère, donc tous nos bureaux, de sorte qu'il y a une personne ressource sur place pour tous les enjeux qui touchent des questions reliées à la présence d'employés LGBTQ+. Donc, il y a deux aspects. Un volet, c'est la création de ce réseau-là. Donc, s'il y a un problème, un enjeu, il y a toujours une ressource sur place à qui on peut se référer. Il y a un modèle de soutien aussi qu'on est en train de développer. Donc là, on n'essaie pas de créer des experts. C'est des personnes comme moi, comme vous, comme les gens ici, qui ont un intérêt à améliorer l'inclusion de la diversité dans le milieu de travail.
tout simplement. L'autre partie, c'est de créer des ateliers, des sessions de formation. J'ai formé 30 ambassadeurs, on appelle les ambassadeurs, déjà. C'est depuis le mois de janvier que l'initiative roule. Et j'ai bâti une formation de 2 jours basée sur un programme qui avait été développé au service correctionnel canadien. Et on est en train d'essayer de trouver du financement pour faire voyager ce programme de formation, cet atelier, à travers le pays. Idéalement, on voudrait couvrir l'ensemble du ministère de côte à côte. Et aussi, c'est un petit peu s'attaquer à la problématique d'inclusion et de respect de la diversité d'un autre angle. Une chose dont je parle beaucoup, c'est l'écart entre notre cadre législatif, réglementaire, politique et la réalité. Au Canada, on est chanceux, on a une charte, on a des protections dans toutes les provinces. Les personnes ont le droit de se marier, d'adopter des enfants, d'avoir des familles. Depuis 2005 ou peut-être avant. Oui. 2002? De Québec. C'est ça. Québec 2005, tout le Canada. OK. Alors, juste intégrer cette réalité dans le milieu de travail. Et il y a beaucoup d'alliés qui se joignent à la formation, ce qui est très inspirant pour moi. Je dirais à peu près 30-40% des participants aux formations sont des alliés. OK. On va poursuivre parce que vous apportez un point qui est très intéressant, puis je voudrais relancer Lani. Donc, on parle des ressources, on a parlé justement de ce qui se fait sur le terrain, comme il expliquait. Vous, de votre côté, quels sont les types d'activités, quel genre de soutien que vous donnez à ces gens-là pour leur tenir par la main? Parce que tu mentionnais d'ailleurs, dans ta propre expérience à toi, quand tu es arrivé, c'est que tu avais observé ce vide, où est-ce qu'il y avait le vide politique, le vide en termes de ressources. Peut-être nous donner un peu des exemples et comment tu suis ces gens-là? Mais en fait, c'est simple. À notre échelle, on n'en a pas beaucoup. J'essaye de faire du mieux que je peux. C'est vraiment, en fait, la seule ressource véritablement que je leur donne, c'est le moment où on travaille ensemble jusqu'à l'audience. Le problème après, c'est qu'on a tellement peu de temps pour parler du fond du problème, parce que à beaucoup de moments, c'est le secret est tellement lourd qu'il y a d'autres choses que ça engendre. Mais comme on doit se préparer pour l'audience, toute cette partie-là reste en deçà. Et les filles, après, elles viennent à quelques rencontres pour laisser sortir tout ça. Mais c'est tellement lourd, tellement difficile qu'elles ne veulent pas vraiment travailler dessus. Elles ne veulent pas travailler dessus, c'est trop lourd, elles ont l'impression. Je dis bien l'impression parce que j'en ai vu après ça qui sont revenus. Mais il y en a beaucoup qui disent comme, ben c'est bon, maintenant je suis au Québec, c'est bien. La lune de miel, elle dure un mois ou deux. Okay. La réalité des choses, c'est que là, ben, ça y est, elles sont acceptées. La lune de miel, elles viennent aux activités. Puis après, ça rechute parce que je suis loin de la famille. Je peux plus, tu parlais tout à l'heure de déchirement, je peux plus retourner chez moi. Puis, j'ai pas les moyens pour faire venir mon enfant maintenant. La réalité, les moyens financiers, ça joue pour beaucoup. Donc, c'est toutes les petites choses qu'elles finissent par réaliser. Même si, au début, elles étaient conscientes parce qu'elles savaient, on en parlait, on répétait que ça va être difficile, oui. Quand finalement c'est arrivé, mais malheureusement, après, il y a énormément de dépression. J'en connais 2 qui sont repartis, malgré tout ce qu'elles risquaient en repartant. Elles sont reparties dans leur pays d'origine. Elles sont reparties, et puis après ça, on perd la trace. On perd totalement la trace. Je sais qu'elles sont reparties parce que elles sont venues dire, je vais repartir, je peux pas. C'est tellement lourd, il faut avoir la force. Elles ont eu la force de passer à travers les secrets, mais maintenant que le secret est défait, il y a d'autres choses. Donc, il faudrait pouvoir les intégrer à des activités. Il faudrait pouvoir... Mais l'intégration ne se fait pas en 2 jours. Et quand elles ont réussi à avoir le statut de réfugié, ben, elles sont concentrées sur « je veux avoir ma résidence ». Je veux trouver un travail, je veux avoir ma résidence. Ça leur prend tout
Fait que c'est pour ça que je disais la lune de miel, ça dure à peu près 1 mois et demi parce que je suis dedans, je veux avoir, enfin j'ai eu l'aide sociale, oui je vais me chercher un travail, mais ça descend et là on réalise. Et ça m'amène à la prochaine question justement, à quel point est-ce un défi pour ces femmes-là de trouver un emploi? La reconnaissance des diplômes, de 1. De 2, c'est que on disait tout à l'heure, ce sont des femmes qui viennent de pays, très souvent du Moyen-Orient, d'Afrique. L'éducation de la femme, ça passe en second. Donc, quand elles arrivent ici, elles sont des fois mariées ou alors elles sont célibataires sans forcément beaucoup d'éducation. Les quelques rares qui ont une éducation, c'est pour ça que je disais la reconnaissance des diplômes, ça ne se fait pas. Je pense qu'il devrait y avoir au niveau du gouvernement quelque chose de beaucoup plus spécifique pour les personnes réfugiées avec certains diplômes. Que la reconnaissance des diplômes se fasse peut-être plus facilement parce qu'il y a déjà un dépaysement qui n'est pas volontaire. Je comprends ceux qui viennent s'installer ici puis qui veulent après ça faire la reconnaissance, mais quand il y a un déracinement totalement involontaire, il devrait y avoir une possibilité de dire, OK, on a un groupe de personnes, on veut les intégrer parce elles sont déjà... On a une convention, on a une charte, on a une loi qui les aide. Ben alors pourquoi ne pas les aider jusqu'au bout? Donc, c'est un défi que vous soulevez qui est vraiment complexe. Puis Gabrielle, donc vous, qu'est-ce que vous pourriez renchérir là-dessus par rapport à ce que vous observez sur le terrain vous-même en termes d'intégration au travail, peut-être de reconnaissance des diplômes? Juste par rapport à ce que je disais, un petit ajout. Hier, j'étais à une rencontre organisée par BINAM, Bureau d'intégration. Plus fort. Parlez plus fort. C'est une rencontre du BINAM. Il parlait justement, l'une des choses qu'il disait, c'est un programme par rapport à l'intégration des nouveaux arrivants au travail. Ils vont travailler avec des grandes entreprises pour les personnes qui ont un background de leur pays, qui ont les diplômes, qui puissent ne pas passer par toutes les étapes par lesquelles il faut passer, qui sont très lourdes. Mais il y a une entreprise qui fait ça. Non, là, ils vont commencer, c'est un projet pilote qu'ils vont faire avec 4 entreprises. Super. Donc, c'est un début. C'est juste pour dire, c'est comme depuis le temps qu'on le dit, on commence à nous entendre, donc c'est très bien. C'est bien, parce qu'au début, il y en avait juste, quand on allait au salon de l'immigration, de toutes les personnes qui étaient là au salon, il y a juste une entreprise avec laquelle j'ai réussi à m'asseoir. Là, parce que je dis ça, j'ai oublié le nom, qui faisait la reconnaissance des acquis, même pas forcément des diplômes, mais de l'expérience. Oui. Donc, ils allaient chercher, ils acceptaient effectivement les personnes qui avaient, il fallait quand même le permis de travail, mais si tu avais de l'expérience les domaines étaient quand même assez vastes, tu pouvais t'asseoir avec certains conseillers, puis on pouvait te placer. Mais une entreprise, c'est génial que le BINAM fasse ça, d'avoir plusieurs entreprises, parce qu'une entreprise pour le nombre de réfugiés ne peut pas répondre à toute la demande. Voilà. Donc, même là, ça ne va pas répondre, mais c'est un projet pilote, comme ils disent, et puis on verra ce que ça donnera après le projet. Il disait, alors, par rapport à la question, c'est de voir les personnes qui arrivent sont souvent obligées de faire, c'est comme une découverte de soi-même. Dans le sens où ils ont vécu pendant très longtemps, n'ayant pas le droit d'être eux-mêmes. C'est qu'il y a des questions qu'on se pose quand on a la liberté de se les poser, quand on peut lancer le processus de dire qui je suis vraiment et d'explorer différentes choses. Mais quand tu ne peux pas, si tu y penses trop, ça va te faire souffrir. Et que le mécanisme, c'est très souvent de se dire, je vais considérer que ça n'existe pas, que ça va être vraiment au minima. C'est des personnes qui n'ont jamais envisagé, par exemple, d'être en relation avec une personne de même sexe, de dire, je peux avoir une aventure, vite fait, mais je ne peux pas avoir de relation, c'est inconcevable. Et surtout pas de s'exposer à son entourage. C'est très difficile. Il y a des parties d'eux-mêmes qui ne sont pas directement rattachées à leur identité de genre, à leur orientation sexuelle, qu'ils ont été obligés aussi de mettre de côté pour pouvoir s'intégrer de cette façon-là. Et quand ils arrivent ici, c'est de redécouvrir
cette partie de leur identité. Et que ça va faire partie du lot. Et c'est aussi le fait de se reconnaître comme homosexuel qui est quelque chose de très sale dans les pays dont on vient. C'est d'abord se défaire de cette image. L'une des choses, on a une stagiaire à Arc-en-Ciel d'Afrique en sexologie de l'UQAM qui fait un travail extraordinaire avec nous. Et puis elle a mis en place justement un programme, c'était des ateliers que j'essaie de voir comment mettre en place des ateliers pour toutes les personnes qui arrivent à l'organisme. On parle des mythes par rapport à la sexualité. C'est quoi les mythes, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes, dans lesquels on nous met comme dans une boîte, les mythes qui fait que l'homme doit être comme ça, la femme doit être comme ça. Et puis de pouvoir se questionner, parce que c'est quelque chose qui se fait souvent ici, on se questionne sur c'est quoi l'homme, c'est quoi la femme. Alors qu'en Afrique, dans les Caraïbes, généralement, tu poses la question. Oui. Mais ce sont des sociétés très patriarcales aussi. Il ne faut pas déranger les choses comme ça. Il faut laisser. Donc, permettre à la personne de se poser la question et de se rendre compte, finalement, c'est la conception de la société qui fait que je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas contre nature. C'est plutôt les lois sociétales qu'il faut changer. Et puis, en deuxième lieu, c'est de parler de la sexualité dans sa globalité. C'est quoi la sexualité? Ce n'est pas uniquement le sexe, ce n'est pas uniquement les maladies sexuelles, ce n'est pas uniquement ce qui va mal, mais toute la sexualité. Et puis, la masculinité ou la féminité. C'est comme des ateliers qu'on est amené à faire séparés pour les hommes et pour les femmes, pour finalement redéfinir c'est quoi ma féminité, c'est quoi la masculinité pour moi, comment aussi je vais m'identifier comme un homme, c'est quoi en moi que je peux laisser sortir tout en restant homme. Parce que, ayant grandi comme la majorité c'est des hommes qu'on va accueillir, qui disent tout ce qui est attrait féminin, il faut l'effacer. Parce que tu n'es plus un vrai homme. Pouvoir construire une identité, je me sens homme, mais en même temps, j'ai envie de choses que les hommes ne sont pas censés avoir. En troisième lieu, c'est de parler du coming out. Même ici au Canada, comment dans la communauté, le réflexe de chaque nouveau arrivant, c'est d'essayer de se rapprocher des personnes qui viennent du même pays. Oui. Et du coup, le rêve, quand la personne arrive, on dit la lune de miel, arrive, je suis enfin au Canada, je vais pouvoir être libre, je vais pouvoir vivre comme j'ai toujours rêvé de le faire. Mais ce réflexe-là, tu arrives, tu connais personne, je vais vers ma communauté, et tu te rends compte que les préjugés, tout ce qui sont... Ça perdure, oui, tout à fait. Et que finalement, comme en plus c'est un milieu plus petit, donc plus fermé, où tu as l'impression que tout le monde se connaît, ça peut être encore plus dur. S'il y a une seule personne qui sait, tout le monde va le savoir. Et ce qu'on dit très souvent, parce que je suis moi-même réfugié, entre nous, on va se dire, on a l'impression que le pays savent ce qui se passe mieux au Canada. Parce que quand l'information passe, on a l'impression que tout le réseau, toutes les personnes qui sont sur les réseaux, Facebook, WhatsApp, ils sont au courant de ce qui se passe pour les personnes au Canada. Donc, ça devient un stress double. Non seulement je dois prouver mon homosexualité pour l'immigration, et je dois m'intégrer dans cette communauté, mais je ne dois pas non plus trop m'intégrer parce qu'il y a des gens qui vont voir que je suis intégré là-dedans. Et puis, ma famille, peut-être tout le monde n'est pas déjà au courant que je suis gay, ou que je suis lesbienne, que je suis trans. Alors, si les personnes l'apprennent, ça coupe le pont avec la famille, c'est de pouvoir faire toutes ces balances-là. Puis, par rapport à la famille aussi, il y a le côté, si je peux me permettre le terme de l'humiliation, c'est-à-dire que des fois, les familles peuvent le savoir, mais ne veulent pas que l'entourage, le voisinage, les villageois, ou peu importe, le sachent également. Donc, c'est là aussi que ça crée une pression supplémentaire sur les gens, les réfugiés ou les gens qui sont là-bas. Oui. Après, je pense avec... Oui. J'aurais un exemple précis ici même à Montréal, une de nos bénévoles, on en parlait hier, elle me dit, quand j'ai fait mon coming out, c'est sûr que c'était un choc, mais je suis fille unique, donc ils ont dit, on a que toi, on va se faire. Elle est d'origine haïtienne.
Il me dit sa mère est très open, ça fait rien, mais son père il dit je comprends tout à fait, je suis 100% avec toi, mais n'en parle pas. C'est ça. Il ne faut pas que les gens sachent. Exactement. Il dit j'ai pas envie qu'on me dise ah alors ta fille. Donc, Ouais. vraiment. Ah, c'est certain, parce qu'il y a toute la question de l'honneur aussi de la famille. Tout à l'heure, je sais que tu voulais renchérir sur ce que Lani disait. Oui, c'est juste, j'ai un petit point au niveau de l'intégration, ce qu'on a remarqué avec l'arrivée des Syriens. Moi, je travaillais beaucoup dans mon rôle de sensibilisation avec les organismes et beaucoup du secteur privé qui faisaient du bienfaisance dans ce contexte-là. On a ramassé quelque chose comme 30 millions tout ensemble pour les réfugiés syriens, en argent ou en services. Juste pour dire que l'arrivée des Syriens a provoqué une réaction de la part des Canadiens et des Canadiennes. Et il y a beaucoup d'entreprises, justement, qui ont dit, bon, parmi les gens que vous amenez au Canada, nous, on cherche des membres, on représente telle industrie, il y a une pénurie de travailleurs. Nous, on est prêt à investir pour former ces gens-là qui arrivent. C'est un petit peu dommage que ça a pris Syrie pour que le secteur privé réagisse comme ça. Mais je pense qu'il y a une opportunité là de sensibilisation du côté du secteur privé. Puis c'est avec le mouvement syrien, je pense que c'est la première fois qu'on le voit de façon si importante. Et entre autres, je me souviens, c'est le président de la compagnie Danby. Je pense que c'est en Ontario quelque part. Je pense que c'est London, Ontario. Le PDG a parrainé 50 familles personnellement de réfugiés pour venir au Canada pour donner l'exemple à la communauté des PDG canadiens. Donc, je pense vraiment ça, c'est une voie à explorer ouais. pour aider à ce niveau-là. L'autre chose que je voulais dire, juste au niveau du choc culturel, au niveau de l'intégration, je me souviens aussi à l'époque où j'ai fait mon coming out, de me comparer par rapport à ce que je voyais, que je prends Fugue, ou à l'époque il y avait RG, il y avait d'autres revues aussi. Quand on ouvrait les pages de Fugue à l'époque, c'était tous des gars en bas de la trentaine, minces comme ça, pas un châle sur le corps, des cheveux blancs bien coiffés, des yeux bleus. Rien Donc, n'a changé. Je me voyais pas là-dedans. Mais je dis, mais je suis gay, là, mais ça me ressemble pas, là. Comment je me définis? C'est un petit peu pour ça qu'on est parti le collectif, pour dire, bon, il y a un besoin de se réinventer ou de s'inventer carrément de toutes pièces. Et dire, bon, OK, moi je suis homme, aujourd'hui je peux dire je suis un homme cisgenre, gay, je peux me définir. Mais à l'époque, le vocabulaire n'existait pas. Et aujourd'hui, je comprends d'une façon peut-être un petit peu différente mon identité parce que il y a eu l'émergence de la notion de non-binaire aussi depuis quelques années. Donc, comme tu disais tantôt, il y a une façon de s'habiller peut-être qui est un petit peu différente. Et il y a toujours cet inconfort. Si je mets ce foulard-là qui est orange pétante, ce serait peut-être pas la meilleure chose. On va comprendre que je suis gay ou whatever. Donc, on se questionne constamment. C'est ça, mais des fois, il y a des gens avec qui je m'étais entouré qui avaient le courage d'embarquer sur ce chemin-là, puis de se redéfinir autrement. Merci. Je le suis un petit peu, mais c'est vrai que moi, ce à quoi je me heurte, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ces femmes-là, parce qu'elles arrivent avec toute la conceptualisation de ce qu'elles ont appris dans leur pays, qu'elles sont moindres que tout le monde, parce que c'est ce qu'on leur apprend, qu'elles sont moindres que tout le monde. Je vais donner un exemple tout bête. La toute première femme que j'ai aidée, on parlait, elle venait d'Algérie, on parlait, puis je lui disais, mais qu'est-ce que dans la vie, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi? Comment tu te sens en tant que femme? Elle dit, j'en ai absolument aucune idée. Je lui ai posé tout bêtement la question, comment ça, tu n'as aucune idée? Elle dit, j'ai 37 ans, puis tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est sortir de chez moi pour aller au bout de la rue. Donc, voilà. Moi aussi, je suis restée comme ça. Le silence le plus total, c'est quelque chose qu'on n'imagine même pas. Puis quand tu as quelqu'un qui te le dit, puis après, au fur et à mesure, j'en ai eu d'autres qui m'ont sorti des affaires que je me disais, ça se peut même pas que ça existe encore dans le monde de maintenant. Donc, quand elles arrivent et qu'en plus de ça, le poids du secret, je suis finalement, elles ne le disent pas, mais on sent dans le discours que c'est, je suis moins que rien, pour beaucoup, je suis même moins qu'un animal. Donc, j'arrive maintenant, je suis dans un pays où je peux être qui je suis,
mais je suis qui? C'est ça. Donc, je suis qui? L'identité même. Je me définis comment en tant... C'est quoi mon identité? C'est quoi l'identité de femme? C'est quoi l'identité lesbienne? Puis c'est surtout après ça, on retrouve dans le style vestimentaire celles qui ont eu l'habitude de porter le voile toute leur vie. Je fais quoi? Comment je peux me définir autrement que comme ça? Qu'est-ce qui va faire me faire croire maintenant que je suis ici, que je vais réussir à aller de l'avant? Une autre me dit, je ne suis même pas capable de m'asseoir dans le bus puis de dire bonjour au chauffeur d'autobus parce que c'est un homme, puis de le regarder dans les yeux. Tout ça, c'est à casser. Moi, je leur dis, pour les mettre un peu plus à l'aise, je leur dis, vous êtes comme un adolescent. Comme les ados qui apprennent, on se croit grand, là, mais tu apprends au fur et à mesure, quand tu arrives ici, c'est la même chose. Tu es un ado qui découvre des choses nouvelles, puis tu vas apprendre au fur et à mesure. Et donne-toi le temps, donne-toi la chance d'y aller pas à pas. Oui, il y a l'immigration. Oui, c'est difficile. Oui, tu vas devoir complètement sortir de tes limites, casser tes barrières, casser tout ça. La question que beaucoup me posent, c'est mais si j'arrive devant un commissaire qui est de ma culture, je fais quoi? Le commissaire, il est censé être neutre. Je le dis toujours, censé oui. être neutre, parce qu'il y en a, je vais le dire, qui sont débiles dans leurs questions. Non, mais... Donc, tu sens que dans l'approche ou dans les questions qu'il pose ou qu'elle pose à ces personnes-là, il y a une connotation de jugement. Oui, il y a une connotation de jugement. Pas tous. Une chance, c'est une minorité quand même. Mais quand tu as déjà... on a de la chance maintenant d'avoir quand même la possibilité pour les filles et les hommes d'aller voir un psychologue qui donne une lettre qui dit effectivement si ce sont des personnes à risque, on va quand même essayer de trouver un commissaire qu'on sait qui est moins dur à juger. Donc, il y a une considération qui est faite. Il y a certaines considérations. Je ne dis pas que c'est toujours pris en compte, mais il y a certaines considérations. OK. Je vais passer avec Rami, parce qu'on ne l'a pas entendu beaucoup. Puis, ce que je voulais savoir de ton côté, parce que ça fait pas longtemps que tu es au pays. Ça fait depuis... Le mois d'août. Le mois d'août. Donc, on a parlé justement de ce parcours d'intégration-là. Toi, comment ça se passe de ton côté à toi parce que tu es là-dedans? Donc, comment ça s'est passé quand tu es arrivé? Puis maintenant, est-ce que tu sens que tu as besoin de ressources? Est-ce que tu sens que tu as besoin d'aide parce que tu aides des gens, mais est-ce que toi-même, tu as besoin d'aide? Oui, juste pour expliquer, moi, j'ai quitté le pays parce que j'étais discriminée là-bas, mais malheureusement, je croyais ici que sur le Canada, ça va être vraiment la belle vie. Le travail est un grand problème que la majorité des employés ils demandent l'expérience au Québec. Mais quelqu'un qui vient d'un autre pays, comment on va créer son première expérience si l'employé ne va pas l'accepter? On va parler aussi, par exemple, par rapport, tu as dit, au début, ils sont concentrés sur leur dossier et tout par rapport à l'intégration. Et après, dès qu'ils ont les papiers, ils commencent à penser au permis de travail, la résidence permanente. Moi, je trouve ça, c'est tout à fait légitime parce que c'est des personnes qui ont passé... Par exemple, moi, j'ai passé depuis le mois d'août jusqu'à le mois de mars à vivre avec $600 par mois. 500? 600 $. 600. Est-ce que personne de $600, est-ce que peut payer ses factures? Est-ce que peut payer son transport? Est-ce que peut payer le loyer? Et surtout à Montréal, le loyer il est cher, c'est pas donnant comme ça. Et voilà, $600, tu peux rien faire. Donc, le jour que tu as les papiers, tu es là, tu dis, OK, je suis stable, au moins je peux travailler, je peux faire quelque chose, je peux avancer. Et après, on va voir la question d'intégration. Parce qu'à priorité, c'est de vivre, rester en vie et surtout psychiquement, si la personne ne va pas très bien mentalement, il ne va pas avancer dans sa vie. Et par rapport au Pride, j'ai quelques rapproches à ce niveau-là, franchement. D'après que j'ai compris, Pride, il héberge seulement les réfugiés qui font leur demande d'asile à l'aéroport. Mais sinon, pour mon cas, le Pride, ils ont refusé de m'héberger, disant sur prétexte que j'ai des amis. Mais les amis, ils ne vont pas rester toute cette période-là, le temps que je reçois l'aide sociale. Et voilà. Et pour toi,
comment tu vis ça? Parce qu'on a abordé la question, puis tu sens-toi bien à l'aise de répondre. La question, tu sais, du côté psychique, tu l'as adressé, le côté mental. Comment tu vis ça? Parce que ce sont des moments qui ne doivent pas être faciles. Franchement, le demande d'asile, d'un côté, c'est un bon choix parce que tu vas avoir une vie plus belle quand même de ton pays d'origine, mais en même temps, c'est pas vraiment trop beau. Parce que genre, tu viens ici, tu as passé 10 ans, moi j'ai 24 ans, tu passes 24 ans dans un pays, tu connais tout le monde, si tu as besoin d'aide, tu as tes amis qui peuvent t'aider. Mais tu viens ici, tu n'as aucune personne que tu connais, ta famille, il n'y a pas de famille, tu ne sais rien faire, même si genre, tu n'as pas quoi manger le soir, tu ne sais pas quoi faire. Et tu ne sais pas c'est quoi les ressources que tu auras besoin par rapport aux questions de tes droits ici. Pour connaître tes droits au Québec, les gens, ce que je peux dire, c'est la majorité des réfugiés ici ne sont pas assez sensibilisés par rapport à leurs droits ici au niveau de logement, de travail, les minimums de droits qu'il doit savoir la personne pour pouvoir vivre et pour pouvoir s'intégrer. Mais c'est vraiment... c'est trop difficile parce que c'est comme vous disiez, tu viens d'une autre culture, tu arrives dans un autre pays, que c'est vraiment la culture qui est vraiment tout à fait différente. Mais quand tu essayes de s'intégrer, il y a certains gens, malheureusement, qui essaient genre, comme je ne trouve pas le mot, mais c'est le regard, comment tu regardes, mais c'est comme si genre, c'est pas à toi de faire ça parce que tu viens pas d'ici, tu viens d'un autre pays, tu es genre... tu n'es pas assez éduqué, tu n'es pas quelqu'un genre très cultivé. Et pour toi, après ça, j'allais avec toi, Gabrielle. Si on te donnait une baguette magique, là, parce qu'il y a des gens ici peut-être qui représentent différentes organisations, quels sont les éléments que tu aurais voulu avoir davantage? Soit des ressources ou... des choses qu'on aurait pu te présenter puis que tu t'es dit, mais tu sais quoi, ça aurait pu m'aider, ou peut-être quelles sont les informations que tu aurais voulu avoir davantage pour pas qu'on te donne cette espèce de bulle dorée, tu arrives au Canada puis tu vas être sauvé. Parce que c'est souvent ça aussi que les gens vont dénigrer, ils vont dire, vous nous promettez la terre, le ciel et la terre, et on arrive ici, puis on se ramasse un peu face à nous-mêmes. D'abord par rapport à l'immigration, parce que franchement, moi, ce que je vois personnellement, si quelqu'un est accepté ici au Canada, je ne comprends pas pourquoi il faut faire telle demande, document de voyage, carte d'assurance maladie, faire toutes les demandes. Et les personnes, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que j'ai oublié, par exemple, pour le CSQ, pour préparer le CSQ, la carte d'assurance maladie. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas une assurance maladie. Imaginez, depuis le mois d'août, jusqu'à maintenant, je ne suis pas assurée. Si je tombe malade, je n'ai pas de ressources. Comment je vais payer le médecin pour faire une consultation? Normalement, ce que je vois franchement plus logique, c'est quelqu'un qui est accepté ici. Normalement, les procédures de papier, ça commence directement par l'immigration. Parce que ce qu'on fait, tu reçois les lettres de l'immigration. Après, l'immigration te demande de renvoyer les lettres que tu as reçues de l'immigration pour faire les demandes. C'est vraiment un peu... Normalement, vous avez déjà les documents nécessaires pour préparer les documents. Vous préparez les documents tout court, c'est ça. Et parce que, surtout par rapport à l'immigration, ça prend minimum 1 an pour s'établir à ce niveau-là par rapport aux papiers. Il y a aussi les délais à respecter et tout, sinon tu vas avoir beaucoup de difficultés. Et pour les ressources, ce que j'aimerais bien aussi, par exemple pour l'aide sociale, c'est vrai que l'aide sociale, c'est déjà très bien qu'ils font des prestations comme ça, c'est vraiment très bien. Mais au moins qu'ils informent les gens qu'il y a telle association qui peut offrir ça, ou bien voilà les ressources que tu peux avoir. Ça, personnellement, moi, je ne l'ai pas eu. C'est, OK, tu as les $600 par mois, ils t'envoient seulement le relevé avec je sais pas, un papier d'emploi. Mais il n'y a pas les ressources des associations, qu'est-ce que tu peux faire. Même les associations, il n'y a pas franchement assez des activités pour les personnes réfugiées ici pour le mieux intégrer. Parce que la personne, s'il va passer 24 heures sur 24 heures à la maison, déjà franchement pour sortir, les $6, c'est déjà quelque chose pour lui. Mais pour sortir au moins, pour rencontrer des gens qui sont de son entourage, de comprendre comment ça fonctionne ici, il n'y a pas assez. Beaucoup de défis. C'est ça, juste pour couper, c'est pour ça que
parlais de ressources tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai créé au centre. C'est le mardi par mois, de 13h à 15h30. Parce que justement, tu disais souvent, les moyens de transport, c'est difficile. Fait que j'ai essayé de le faire pendant les heures. J'ai coupé des heures de travail et j'ai créé un groupe pour les femmes réfugiées. Donc, elles peuvent venir, puis je leur donne ces informations. Tu sais, ce sont des moments où je donne les informations. Où c'est que vous pouvez aller, qu'est-ce que vous pouvez faire, par quoi vous êtes passé. Ça leur donne un moment à elles, puis elles voient d'autres personnes de d'autres pays qui ont passé aussi par quoi. Puis le fait aussi d'être passé par la même chose, même si toutes les histoires sont différentes, celles qui finalement sont là depuis peut-être plus longtemps, réussissent à faire un travail de dire, moi j'ai trouvé quelque chose là. C'est souvent beaucoup mieux venu de quelqu'un qui est passé par la même chose que moi finalement qui suis là et qui ne fait que leur offrir quelque chose. Oui, je donne de l'aide, mais elles voient par elles-mêmes que d'autres personnes ont réussi. Oui. Mais encore une fois, comme je disais, parce qu'il n'y a pas assez de choses, on est obligé on coupe des heures et puis on le met au moment sur le centre et je le fais pendant qu'il y a d'autres suivis, etc. Oui, oui. Juste ajouter un truc, c'est par rapport au suivi psychologique, il n'y a pas assez. Parce que c'est comme je vous avais dit que la personne, imaginez qui passait presque la moitié de sa vie dans un pays, après vient dans un seul jour, il se retrouve dans un autre pays, dans une autre culture. C'est vraiment fatigant et ça peut aller, je ne veux pas rentrer dans les détails personnels, mais en tout cas, il y a des moments que c'est vrai, en Tunisie, j'étais en danger, je risquais ma vie, mais des moments que j'ai senti vraiment faible, c'était ici. Avant, c'est que moi, j'essaie d'augmenter le moral pour les personnes, mais ici, c'est moi que je demande que les gens m'augmentent le moral, c'est ça. Donc, c'est comme si, c'est ça, l'effet est devenu plus lourd à cause de, c'est un peu comme, on va dire, je dis crise, mais c'est pas une crise, c'est le repère identitaire qui n'existe plus. Donc, maintenant, ça devient encore plus lourd. On va prendre des questions de l'auditoire parce qu'il y a beaucoup qui a été dit, puis je vois qu'il y a une dame qui... J'ai une question, mais je Oui. vais la résumer en une question. Si je comprends bien, est-ce que le parcours migratoire puis la demande de réfugiés a été, parce que c'est déjà difficile en tant que réfugié d'arriver, est-ce que ça a été plus difficile du fait que ça a été une demande au niveau de la diversité sexuelle? Est-ce que ça a rajouté, parce que c'est dur vous entendre parler, évidemment c'est encore plus difficile, comme quoi tu n'as pas fait ta demande à l'aéroport parce qu'il n'y avait pas de possibilité, puis c'est par après que tu as appris, ou j'ai manqué un bout, je crois. Non, en fait, c'est pas qu'il n'y avait pas de possibilité, mais il y a des agents qui sont pas assez formés. Du coup, chacun il te donne une information. Par exemple, je vais prendre un exemple de moi, c'est le permis de travail. Quand je fais le permis de travail, normalement, la demande, ça prend 30 jours en ligne. Moi, j'ai fait la demande en ligne. Quand j'appelle, je l'ai fait en décembre, jusqu'à janvier, je ne l'ai pas reçu. Je commençais à avoir du stress, là, qu'est-ce qui se passe? J'appelle l'immigration, il me dit, non, ce n'est pas encore traité la demande. Il faut attendre. Après, j'appelle, genre, il me dit, monsieur, vous devez attendre jusqu'à le mois de mai. Je lui dis, pourquoi je dois attendre jusqu'à le mois de mai, or que sur votre site, c'est noté, c'est 30 jours. Il m'a dit, parce que vous avez envoyé des documents, on a besoin de vérifier les documents. Est-ce que c'est des documents justes ou non? Ce n'est pas des faux documents. Je lui dis, c'est les documents que l'immigration m'a donnés, ce n'est pas de moi que je l'ai créé quand même. Et après, je rappelle le lendemain pour savoir, parce que j'ai compris un peu ça par rapport à l'immigration, qu'il y a toujours des informations qui ne sont pas toujours correctes. Quand je rappelais le lendemain, je lui dis, est-ce que vous pouvez vérifier, est-ce qu'il y a une note sur mon dossier qui dit que je dois attendre jusqu'à le mois de mai? Il m'a dit, non, il n'y a aucune note sur votre dossier. Et après, même pas une semaine, il n'y a même pas 3 jours, j'ai reçu le permis de travail. Or que 3 jours avant, j'ai appelé, la demande, elle n'était même pas traitée. Et puis pour Praïda, c'est un peu la... Praïda, parce que j'ai travaillé au CLC Côte de Neige, mais pas pour Praïda. D'habitude, c'est des ex-collègues, d'habitude, sont très au fait des situations. Est-ce que ça a été traité différemment parce que c'est comme il y a comme un vide au niveau de ce genre de demande de réfugiés, ou c'était juste une bad luck qui a dit, OK, tu as des amis, on t'offre pas un hébergement? Vas-y. Peut-être, moi je dirais un peu de ce que je vois avec Praïda en ce moment.
c'est comme le centre, ils accueillent, en général, il y avait comme 250 personnes. Actuellement, ils sont à 500 personnes qui sont là. Et je pense que peut-être que dans le choix, ça je ne sais pas, je n'ai pas demandé exactement, qu'ils sont plus stricts à pouvoir, ils vont être plus regardants, à voir les plus vulnérables. Et donc, moi je suis arrivé ici il y a presque un an et demi, en situation de réfugié aussi. C'est à Praïda, ce qui posait la question. La personne qui m'avait conseillé d'aller à Praïda, il m'a dit, peu importe, même si tu as un cousin éloignant quelque part, tu le dis pas. Okay. Parce que si tu arrives là et qu'ils n'ont pas assez de place, qu'ils doivent juger entre toi et quelqu'un d'autre, ben, ils vont donner la place à la personne qui n'a personne. Parce que ben, tu vas essayer avec ton cousin éloigné. Et je pense que c'est beaucoup ça. Donc si la demande a augmenté. Parler à quelqu'un de ma famille qui est arrivé en fin de l'année passée, 2016. Donc je pouvais les accueillir chez moi et que Praïda a proposé, donc on ne va pas payer le logement, juste, on ne vous donne pas le logement, mais on peut vous appuyer par rapport à la nourriture. On peut vous donner des cartes, des coupons pour les épiceries. Comme ça, vous pouvez avoir, parce que la personne qui vous accueille, peut-être qu'elle n'a pas les moyens de subvenir à tous vos besoins, mais on vous aide, comme ça, c'est pas trop lourd non plus. Et puis, je voulais rejoindre aussi par rapport à l'immigration. L'une des choses, je comprends le besoin qu'il y ait plusieurs bureaux, plusieurs départements, je peux dire ainsi, mais c'est comme, il y a des mêmes formulaires. Il y a un formulaire que j'ai dû compléter comme 20 fois. Je le complète encore jusqu'à aujourd'hui. Là, je renouvelle ma demande de permis de travail et que c'est la même procédure. Toutes les informations sont là. Il n'y a rien à actualiser. C'est vraiment le même formulaire. Si c'est le même ministère qui gère, pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas juste les nouveaux documents et puis vous avez déjà tous les documents? C'est comme, donc il y a une lourdeur bureaucratique. Oui, c'est bureaucratique. C'est vraiment très lourd. Et puis ajouter à cela qu'il y a des personnes qui parlent pas français quand ils arrivent et donc il faut toujours attendre un traducteur. C'est vraiment beaucoup de démarches. Il y a un niveau aussi. J'allais répondre un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure parce que ça m'a interpellée. Tu disais, est-ce que c'était plus difficile parce que justement il y avait la notion LGBT. Il faut savoir que quand tu fais ta demande de réfugié sur la base de l'orientation sexuelle, il y a plusieurs choses qui sont prises en compte. L'identité. Donc ça, c'est pour pratiquement tous les réfugiés. Mais j'ai remarqué que pour les réfugiés homosexuels, ils vont aller chercher quand même beaucoup plus compliqué. Et puis, la partie que je ne comprends pas, tu dois prouver que tu es homosexuel. Tu dois prouver la preuve par A plus B que tu es homosexuel. Et bien sûr, après, la véracité de ton récit. Mais ce que je trouve drôle, c'est que la véracité de ton récit va souvent avec la preuve que tu es homosexuel. Mais comment tu fais pour prouver? Moi, j'ai eu à témoigner dernièrement, justement, dans une cause à l'immigration, parce que, je vais donner un exemple, le commissaire disait qu'il avait du mal à croire que la personne était homosexuelle, parce que la personne n'avait pas assez de preuves. Fait que là, déjà, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y en a qui sortent des choses débiles, il me regarde, puis il me dit... Toi, l'experte en lesbienne. Déjà, en partant, j'ai senti tout de suite qu'on était dans une situation qui allait poser problème. J'ai quand même un tempérament fort, mais j'ai essayé de rester calme. Fait que j'ai dit, je ne suis pas experte en lesbienne, pour ne pas... J'ai juste dit, mais quand même, c'est mon travail. Et il dit, ben alors, OK, comment tu penses qu'elle ne... Parce que la question toute bête, c'était... Se souvent dit, ben, je comprends pas comment tu ne te souviens pas de la première fois que tu as eu des relations sexuelles avec une femme. Là, déjà en partant, je me suis dit, ouais, faut qu'elle se souvienne de la date, de l'heure, du moment et tout. J'avais vraiment envie de leur demander, vous vous souvenez de la vôtre? Parce que moi, j'ai répondu, moi, je m'en souviens pas de la mienne. Je m'en souviens pas. Puis j'ai dit sincèrement, ce sont des femmes qui sont passées reines dans l'art de la dissimulation. Depuis, X années, du moment où elles ont découvert qu'elles sont homosexuelles à, le moment où elles passent devant vous, elles sont passées reines dans « je cache tout ».
Mais en même temps, comment vous voulez avoir des preuves? On prend un selfie ensemble, ma blonde et moi, on va le regarder 2 secondes, on va l'effacer. Parce qu'il ne faut pas que nos enfants tombent dessus, nos collègues tombent dessus. On va s'écrire des petites lettres, on va cacher les lettres. Quand je fuis parce que je viens de me faire tabasser, je fuis de l'hôpital, oui, je vais retourner chez moi, aller chercher des lettres. Puis quand je vous donne un email, parce que plusieurs personnes ont écrit un email ou ma blonde m'a écrit un email, je ne vais pas croire le email parce que ça pourrait être écrit par quelqu'un d'autre. Alors, je dis, comment vous voulez que ces gens-là vous ramassent des preuves? Essayez de trouver une autre manière de prouver. Je crois que la partie que j'ai trouvée, franchement, avec les filles, c'est de leur dire, souvent il y a une question qui revient, c'est décrivez-moi, vous êtes tombé amoureuse de telle personne, ou vous avez une blonde, ou bien vous avez imaginé quelqu'un. Décrivez-moi cette personne-là. Puis au début, vu que je ne savais pas trop, j'ai dit, souvent les filles décrivaient, elle était grande, elle est belle. Puis, au fur et à mesure, j'ai remarqué que c'est pas vraiment ça qu'ils recherchent. Comme ils recherchent à voir comment tu le dis, j'ai dit aux filles, change ta manière de le faire. Va sur l'émotion. Dis comment elle te faisait sentir. Et à partir de là, j'ai remarqué beaucoup plus de changements dans les résultats qu'au début. Mais c'est ça des preuves. Pour moi, c'est quand je dis au commissaire, c'est ça des preuves. C'est regardez comment la personne vous raconte une histoire. Si elle vous la raconte par alinéa 1, etc., peut-être que vous pouvez vous poser des questions. Mais quand la personne ne vous ment pas, vous voyez qu'il y a un côté émotionnel, il y a un côté émotif qui est difficile à cacher. Surtout que c'est un sujet déjà extrêmement difficile pour les personnes qui sont en face de vous. Fait que je crois que cette petite partie-là, oui, je trouve qu'elle est beaucoup plus difficile parce que quand on arrive sans rien, c'est facile à dire, je ne crois pas que vous êtes homosexuel. Imad, ça vous fait réagir, hein? Oui, c'est intéressant. Moi, j'ai travaillé longtemps avec les programmes de réfugiés. Il y a différentes choses que j'en retire. Un, c'est le défi pour tout réfugié, peu importe. C'est un réfugié. Moi, je suis un immigrant, donc j'ai choisi de venir au Canada. La famille a pu faire une réflexion là-dessus, se pencher sur les pour et les contre. Mais quelqu'un qui doit quitter son pays parce qu'il est persécuté dans son pays n'a pas le luxe de passer 2 ans à réfléchir sur comment je vais vivre au Canada, à quel endroit, puis comment je vais m'habiller, quel travail je vais faire. Puis on quitte parce que notre vie est en danger quand on est réfugié. Donc, souvent, on n'a pas le temps de ramasser les preuves. Et de toute façon, si on va à notre bureau d'état civil dans la ville, moi, je suis retourné en Inde en 2013 avec René. Puis, on est retourné à l'hôpital où je suis né. Moi, je suis né en Inde. Je suis allé avec un de mes oncles qui est médecin. Il a dit, viens, Matt, on va aller trouver ton certificat de naissance. Et le certificat de naissance n'était plus là parce que c'était un petit hôpital dans une communauté religieuse. Puis après 25 ans, il n'y avait plus de place pour garder tous les certificats de naissance. Alors, ils les ont brûlés tout simplement pour faire de la place pour les nouveau-nés. Donc ça, je parle de l'expérience d'un immigrant. Mais pour un réfugié, tu es peut-être dans un pays où il n'y a plus d'infrastructure. Il n'y a pas de bureau d'état civil. Tu ne peux pas aller chercher des preuves que tu es machinat, puis tu es célibataire, ou tu es marié, ou que tu as des enfants, whatever. Donc, déjà ça, puis rajouter par-dessus le devoir qui t'est imposé de prouver que tu es LGBTQ+. Et si je ne sais même pas qui je suis moi-même, comment je vais prouver que je suis quelque chose qui fait l'affaire pour que je rentre dans le cadre législatif pour être reconnu réfugié? C'est incroyablement compliqué pour n'importe qui, même si tu es en possession de toutes tes ressources. Oui, juste pour finir avec ça, c'est pareil, vu que pour venir au Canada, on a besoin d'un visa. Souvent, l'identité vient jouer là-dedans parce que comme on est dans une situation, si on prend toujours l'extrême, quand on est dans une situation de fuite, c'est souvent par des passeurs, donc on remplit la demande de visa de la façon la plus frauduleuse possible, bien souvent, parce que tout ce que tu veux, c'est pouvoir avoir une réponse positive. Puis quand tu arrives à l'immigration, il faut dire, oui, j'ai rempli une demande frauduleuse parce que... non, ou alors, c'est même pas moi qui l'ai rempli. Donc déjà, c'est toutes ces petites affaires-là qu'on est réfugié, mais tu l'ajoutes, tu rajoutes la partie LGBT avec, et là, tu donnes un cocktail explosif. Tu as quelqu'un en face de toi qui est capable de te briser en 2 secondes. Oui. Rami, je sais... Après, j'ai un acteur. Oui, vas-y, Rami, vas-y.
Même genre des questions, parce que normalement, ce jour-là, si tu vas être accepté, tu vas être content. Mais le commissariat, genre, te pose des questions pour te déprimer. C'est comme, comment tu te sens maintenant? Est-ce que ta famille te manque ou non? Et moi, franchement, je ne comprends pas c'est quoi le rapport entre ces questions-là, entre l'histoire que tu as écrite, que tu es persécuté dans ton pays, que tu risques de mourir et tout. Mais ça, c'est beau. Franchement, je vois que le problème qu'on a aussi par rapport aux réfugiés ici, c'est pour la communauté gay, lesbienne, ça va, peut-être ça peut passer, mais par exemple pour les personnes trans qui viennent ici, qui sont obligées de vivre dans leur pays avec identité qui c'est pas qu'eux veulent ça, mais quand ils viennent ici au Canada, ils restent avec la même identité qu'ils vivaient dans leur propre pays. Une femme trans ici au Québec, elle est considérée comme un homme. Mm-hmm. Oui, Gabriel. Oui, c'est comme je vais faire de ma réflexion parce que je pensais justement à ce que tu disais, au fait que tant que t'es pas citoyen, tu peux pas faire de changement légal de genre. Ouais. Tu peux rien, tu touches pas à ton identité. Mm-hmm. Et il disait, c'était par rapport, il disait que c'est plus difficile pour quelqu'un justement homosexuel dans l'immigration, dans ce cas-là, justement parce que il n'y a aucune preuve que tu peux avoir pour toi-même. Et que quand tu fuis pour une situation politique, ne serait-ce que les infos, ce qui se passe dans ton pays, peut-être dans ton village même, ça peut aider à justifier, voilà, regardez ce qui se passe chez moi. Mais par rapport à l'homosexualité, avec la pression internationale, les pays tendent à dire qu'il n'y a pas tout ce que les réfugiés vont raconter. Ils disent ça n'existe pas. Ah non, c'est vrai qu'on n'est pas pour, mais on ne massacre pas les gens, on ne tue pas les gens, on protège les gens. Et que si tu vas chercher l'information auxquelles ils vont avoir accès pendant l'immigration, c'est l'information du gouvernement qui dit qu'ils sont « Oh, on est open, on est super accueillant. » Et donc, ça va être un autre frein. On dit « Mais regardez, moi, l'information que j'ai chez vous, c'est bien. » Je donnerai un exemple. Par exemple, au Rwanda, le pays voisin du Burundi où je viens, il n'y a pas de loi contre l'homosexualité. Et même le président a dit ouvertement qu'il n'y aura jamais de loi, que ce n'est pas un problème pour la communauté rwandaise. Et chez nous au Burundi, il y a une loi contre l'homosexualité, contre les rapports sexuels entre personnes de même sexe, plus exactement. Mais par contre, il fait bon vivre au Burundi pour un homosexuel qu'au Rwanda. Parce que la communauté, les persécutions que les personnes vont avoir au sein de la communauté au Rwanda sont plus fortes qu'au Burundi, alors qu'il y a une loi. On a beaucoup de personnes du Rwanda, lorsqu'ils veulent passer du bon temps, lorsqu'ils veulent, j'ai envie de relaxer un peu, de relâcher la pression, vont venir au Burundi. Parce que c'est plus ouvert. C'est comme, il ne s'est pas accepté, mais en même temps, tu n'as pas d'attaque si tu n'es pas un activiste. Et c'est comme, donc, seuls les activistes peuvent avoir des preuves qu'ils sont homosexuels finalement. Mais tous les réfugiés ne sont pas activistes. Je comprends. On va prendre d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions de l'auditeur? Oui. La première fois. Moi, j'avais une question dans tout ça, parce que c'est sûr que les groupes communautaires, tout ça, y a-t-il des structures, des projets mis en place pour faire toute cette déprogrammation-là? Quand je dis déprogrammation, on s'entend qu'on part avec des valeurs, on part avec des religions, on s'en vient ici. Yes, sir, on veut une belle vie, mais on a quand même dans notre identité tout ça de programmer. On s'en va passer au commissaire pour se faire accepter en plus. Et en plus que c'est dur d'avoir un emploi tout de suite, les revenus que vous recevez, admettons, qui sont à faible revenu, comment on fait pour passer à travers un état psychologique aussi immense? J'espère qu'il y a des ressources existantes justement pour ça. C'est sûr qu'on fait des crises d'identité dans tout ça, le temps de s'assimiler ici au Canada, mais en plus, comme vous disiez, on retrouve des fois nos communautés, on essaie de se réapprocher. Encore là, on fait face à certains conflits. Est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Est-ce
que dans le fond, il y a des projets pour ça, pour accueillir tous ces gens-là par rapport au ministère avec les groupes communautaires. C'est beaucoup de choses. Là. Ça touche vraiment tout ce qui est santé. On ne peut pas se payer un logement à 600 $, et certainement en vouloir se payer un psychologue aussi, ou avoir rien qu'un petit 10 séances, souvent qui est gratuit par un groupe communautaire, pour se déprogrammer au grand complet comme ça. Il y a différentes choses qui sont en place pour les... Je peux parler entre autres des réfugiés qui sont sélectionnés à l'étranger. Il y a un programme fédéral pour le reste du Canada, parce qu'avec le Québec, il y a une entente. Donc, c'est le Québec qui gère les services d'intégration établissement. Mais dans le reste du Canada, il y a un programme où on aide les réfugiés pendant 1 an de temps après leur arrivée. Il y a de l'aide financière, mais il y a aussi l'accès au programme et aux services. Mais comme on a dit tantôt, les défis sont... Il y a un défi qui est supplémentaire pour une personne LGBTQ qui arrive au Canada. Les programmes aident, mais dans la mesure où la personne va aller chercher de l'aide. Puis c'est pas tout le monde qui le fait. Non, puis regarde. C'est pas tout le monde qui savent comment chercher. Oui, ça c'est vrai aussi. C'est ça qu'ils savent aussi comment chercher. Puis au CSL, le Centre de solidarité, on est 4. On est 4, puis je suis toute seule à faire ce que je fais. Fait que, voilà. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ben, si on a plus de subventions, on va peut-être avoir plus de personnes. C'est toujours le même. C'est l'heure de la guerre. Dans le même cercle qui finit pas. Donc, on essaie de le faire au bon vouloir, puis aussi les personnes qui viennent, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, certaines sont vraiment focalisées sur une chose. Celles qui veulent bien travailler, comme tu disais, pour se déprogrammer de cette culture, de tout ce qu'elles ont, tout leur background, mais il y en a qui sont motivées à le faire. Puis ben, ces personnes-là, quand j'ai un peu plus de temps, quand elles n'ont pas encore déposé leur demande, mais celles-là, j'ai le temps de faire un plus gros travail avec elles, mais celles qui m'arrivent direct souvent de leur avocat, ben j'ai des fois 1 semaine et demie ou 2 semaines pour les préparer à l'audience. Donc non, j'ai pas le temps de les déprogrammer. Les autres, on a le temps de parler de véritablement, mais qu'est-ce que OK, maintenant que tu es ici, même si tu n'avais pas la possibilité, tu n'envisageais pas de venir au Canada, parce qu'il y a ça aussi, c'est que beaucoup de femmes arrivent, elles ne savent même pas ce que c'est que la demande de réfugié. Elles arrivent parce qu'elles fuient leur pays. Tout ce qu'elles connaissent, c'est l'idéalisation du Canada. Le Canada, c'est un grand pays. Quand elles arrivent à l'immigration, on leur demande, mais pourquoi vous venez? Fait que là, elles vont dire, je suis homosexuelle, et là, elles se retrouvent, on va vous envoyer, souvent on les envoie à Praïda. C'est de là que Praïda les envoie, mais ça arrive, c'est comme, le statut de réfugié, est-ce que tu sais vraiment ce que ça engendre? Puis j'ai des réponses des fois, non. Et là, quand je leur donne véritablement la liste des choses, la donne, elle est plus pareille. Là. Elle déchante quand même assez vite. Des gens, on vient de la décrocher de chez elles, elles sont parties. Souvent, comme tu disais tantôt, c'est du jour au lendemain. On te prend en photo, on fait plein de choses, puis là, on te dit, fais tes valises, tu pars au Canada. C'est-à-dire, tu le sais que tu vas au Canada, le temps de l'avion, dans le fond. C'est vraiment ça. C'est précipité. Donc voilà, donc quand tu arrives, il y a tout. Tu fais une explosion de choses, donc il faut être fait fort. Puis déjà, je leur dis, le seul fait d'être quand même monté dans l'avion et d'être arrivé ici, vous êtes déjà forte. C'est leur donner un minimum de courage. Je leur donne un minimum de courage. Celles qui ont fui, qui ont tout laissé, qui ont dit « je suis lâche », je dis non, ce que tu as fait, c'est pas lâche. Ce que tu as fait, c'est une preuve de courage. On va poursuivre avec Rami, puis on va prendre d'autres questions. Oui. Ah, OK. Oui. Je veux aussi ajouter un truc par rapport à l'aide sociale. L'aide sociale, moi, je croyais c'est quand tu vas commencer à travailler, le premier mois de travail, tu vas avoir l'aide sociale toujours. Mais moi, j'ai découvert ça, je commençais à travailler le 17 mars. Quand j'ai appelé l'aide sociale pour les informer que je commençais à travailler, après je pose la question, combien je vais recevoir d'argent pour le mois-ci, parce que je n'ai pas quand même d'argent. Il me dit $80. Je lui dis, écoutez, je viens de commencer à travailler le 17, je n'ai même pas eu mon salaire, comment je veux payer le loyer? Regarde avec tes colocataires ou bien regarde avec le propriétaire. Heureusement, j'ai insisté, j'ai réussi à le convaincre, j'ai donné plein de preuves pour prouver que je n'ai pas d'argent, mais ça ne passe pas toujours comme ça pour les mêmes personnes. Aussi, je voudrais bien aussi parler par rapport aux réfugiés qui viennent ici avec des faux papiers.
qui sont arrêtés dans un centre de détention. Oui. Et moi, je ne comprends pas pourquoi les mettre là-bas. Moi, je suis membre avec le comité de solidarité internationale de l'association LG. Et une fois, ils ont reçu un réfugié qui a fui de son pays, qui devait passer 2 mois de prison. Il a passé les 2 mois de prison ici. Il a dit que c'est comme genre, je fuis de prison dans mon pays pour le passer ici jusqu'à son audience. Et ça, franchement, je pense que c'est pas logique une personne que, ok, il est venu avec des faux papiers, mais il est venu pour quelle raison, pourquoi il a fait ça? Parce que le Canada, déjà, le visa pour avoir le visa canadien, c'est vraiment difficile pour avoir le visa. Ou peut-être la personne ne pouvait pas sortir de son pays avec son vraie identité parce qu'elle est peut-être elle est en risque ou bien il a des problèmes avec les autorités. C'est pas logique de le mettre dans un centre. C'est sûr que toute la question de l'immigration puis de la détention, les visas, c'est des questions qui sont tellement complexes. Je pense qu'il y a autant de questions de réponses qu'il y a de cas en particulier, mais c'est des bons points que vous soulevez. Je vais prendre une question, je vais revenir après. Il y avait une question ici, il y avait monsieur aussi. Oui, madame. Sont où les espaces de dialogue entre organismes, entre personnes pour se conscientiser mutuellement puis créer une solidarité en tant qu'alliés puis vraiment faire un travail au niveau intersectionnel entre les nouveaux arrivants, les réfugiés et les groupes LGBTQ d'origine blanche parce que je choisis d'être comme ça avec toute la bonne volonté et la solidarité que vous devez faire preuve. Sont où nos espaces? Excellente question. Puis je pense que je vais laisser Gabriel, je sais que Gabriel a souvent une réponse. Ce que vous soulignez comme point, il est très important, le volet intersectionnalité, c'est-à-dire que la discrimination ou les expériences des gens qui sont issus de différents horizons, que ce soit ethnoculturel, orientation sexuelle, socio-économique, mais ça va avoir un impact sur plusieurs aspects de leur vie. Donc, merci beaucoup de souligner comme vous le faites. Gabriel? Alors, moi, je dirais c'est comme les espaces qui existent pour l'intersectionnalité de façon générale, pour le moment, ne prenaient pas justement en compte les réalités des personnes migrantes, des personnes en situation qui sont réfugiées. Pour la simple raison aussi que même les organismes, par rapport à Arc-en-Ciel d'Afrique, dont on a parlé aussi pour le Centre de solidarité lesbienne, c'est une nouvelle réalité. C'est-à-dire que c'est un public qu'on recevait, mais il n'y en avait pas assez de demandes pour qu'on puisse dire, voilà, finalement, il y a une problématique particulière. Il faut se consacrer à il faut étudier cette problématique-là et agir en conséquence. Et c'est que là, on commence justement à avoir des acquis, des expériences, de pouvoir identifier justement c'est quoi les besoins, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a à faire. Je pense que ça sera la prochaine étape. Déjà, c'est pour Arc-en-Ciel d'Afrique. Moi, je suis dans l'intervention. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est comme, cette semaine, j'avais appelé le Centre de solidarité lesbienne pour voir ne serait-ce d'abord les activités où on peut joindre, on peut inviter les membres. Ce qui arrive, dont on a parlé aussi tantôt, la personne, elle a le parcours immigration et puis le reste du temps, tu restes chez toi tout le temps. Tu ne sais pas ce qui se passe. Sur mon parcours à moi, les gens me disaient, alors comment tu trouves Montréal? Je dis, je sais pas. Jusqu'à ce que je commence à travailler, où je pouvais avoir l'argent de me dire, on m'a invité à tel endroit, donc je peux y aller, c'est un bar tel, je peux y aller, j'ai pas beaucoup de moyens, mais maintenant j'ai les moyens de payer un verre au moins. Oui. Donc je peux aller rencontrer d'autres personnes. Je peux aller dans telle place et je ne serai pas juste à regarder tout le monde qui passe, qui achète un truc.
je commence à participer à la vie parce que je me sens aussi utile. Il y a une question de dignité aussi, parce que lorsqu'on n'a pas les moyens financiers, qu'est-ce qu'on fait? On va souvent se replier sur soi-même, et en plus, on parle de gens qui se replient sur eux-mêmes ou elles-mêmes et qui n'ont pas de famille ni amis. Il y a un gros problème de solitude qui se met en place, qui s'installe, la solitude, c'est ce que j'entends, ouais, mais je suis toute seule. Si tu sors, tu vas connaître du monde, mais c'est toujours le même principe. Tu parlais, et Rami aussi dit la même chose, quand tu n'as pas, je l'ai dit au début, les moyens financiers, c'est difficile parce que même si ces personnes-là, des fois, ne vivaient pas forcément super riches, ou que moi, je peux parler surtout des femmes parce que c'est elles, mon public cible, même si elles n'avaient pas, elles se sentaient moins que beaucoup de choses, elles avaient quand même des activités qu'elles faisaient, elles avaient une vie qu'elles menaient. Cette vie-là, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Et de là maintenant, non seulement elle n'existe plus, mais en plus de ça, elle n'existe plus dans un nouveau pays sans argent et sans rien. Je dirais même, c'est comme, pas seulement ils avaient des activités, la personne avait un rôle. Ouais. Tu sais, c'est ça mon rôle. Qu'il me plaise ou pas, je sais à quoi je suis censé servir pour la communauté. Et puis là, tu arrives, tu n'as plus de rôle. Donc, si tu peux plus, tu sais plus comment te placer dans la société, tu n'es plus rien. Même en te valorisant, même en ayant l'éducation, en ayant tout un bon parcours, tu n'as plus de rôle dans ces sociétés. Tu n'as pas de rôle dans la société quand tu arrives et tu n'es rien. Ça se réduit à dire je ne suis rien, je n'ai pas d'identité. C'est triste. Mais tant mieux qu'il y ait des organisations comme vous qui existent. Je vais vous donner la parole. Puis peut-être par rapport à ce que la dame a mentionné, c'est essayer de voir comment, on sait que la puissance du web, des portails qui peuvent être communs où l'information peut circuler d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire qu'elle, dans son organisation, si vous avez des gens qui viennent, qui ont l'âge, qui peuvent être au courant, donc je pense que tout est à faire. Vous l'avez dit, c'est une réalité qui est relativement nouvelle. J'avais un point juste sur la question de l'intersectionnalité. C'est une barrière, effectivement, au niveau des infrastructures qui sont en place. Je prends l'exemple de mon ministère. Il y a toute une infrastructure pour gérer la diversité qui existe au gouvernement fédéral. Il y a la loi sur l'équité en matière d'emploi, par exemple. Il y a 4 groupes qui sont désignés. Donc, c'est toutes des bonnes choses. Puis là, on parle de la diversité plus large. Mais sauf qu'on ne fait pas le lien entre tout ça. Dans mon ministère, par exemple, il y a un réseau pour les personnes autochtones, il y a un réseau pour les minorités visibles, il y a un réseau pour les personnes handicapées, puis il y a un autre réseau maintenant, le réseau dont je parlais, pour l'espace positif. Donc, c'est pour sensibiliser les gens par rapport à la réalité LGBTQ+. Dans les ateliers que je fais, j'insère beaucoup, j'en parle beaucoup de la notion d'intersectionnalité, parce que it doesn't end there. Il y a d'autres choses, il y a des connexions à faire. Et je vous dirais que c'est dur de percer ces murs-là, puis dire, bon, c'est pas 4 réseaux à part, mais il faut les connecter. Parce que dans chacun des réseaux, il y a des personnes comme moi, et comme les gens ici, qui peuvent appartenir à différentes populations. Juste une autre chose que je vais faire, on parle beaucoup de communautés. Il n'y en a pas de communauté LGBTQ+. Il y a des populations. Et dans les populations, il y a des sous-populations où des personnes ont des caractéristiques en commun. Mais il n'y a pas de communauté LGBTQ mondiale ou canadienne ou québécoise, même montréalaise, je dirais. Il y a différentes populations, ils peuvent exister des communautés à l'intérieur, mais il n'y a pas de communauté. On n'est pas toutes pareilles. Oui, mais ça, c'est dans tous les cas. C'est comme nous, les Noirs aussi. Je veux dire, souvent, on a souvent tendance à mettre les gens dans le même panier, mais même au sein de la communauté noire, où ce sont des communautés noires, des communautés culturelles, et il y a de la diversité dans la diversité de la diversité. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment ça. Il y avait un monsieur qui avait une question, puis après, la dame avec l'ordinateur. Oui, OK. Juste pour dire, par rapport justement à la complexité de l'intersectionnalité, c'est que les personnes que j'accueille généralement, dire l'identité, il y a un gros questionnement sur finalement je suis qui avec tout ce qu'il y a. Il me dit, mais voyez votre identité, vous, comme une équation mathématique. Donc il y a, je sais pas, moi j'adore les maths, je sais pas si c'est pas clair. Je veux dire que on a un X à trouver, et puis le X est égal 2B plus 3B fois 4 racine carrée de... Je dis, ton identité, c'est vraiment ça. Tu n'es pas, d'une part, sénégalais et puis, ou québécois ou ça.
c'est le tout. C'est que le X, c'est toi. Et puis que tu as le 3B, c'est peut-être 3 pour ton identité de genre peut-être, et puis ton origine ethnique, et ton pays, ta culture. Tout, c'est un tout qui va faire ton identité. Et à chaque fois que tu enlèves un des éléments, tu changes ton identité. C'est tout qui va être toi. Et de devoir dire, alors, ne cherche plus à comme je suis maintenant au Canada, je ne peux plus être comme ça. Non, c'est vraiment le tout. Si tu veux être toi, tu additionnes le tout, tu multiplies tout ce qu'il y a à multiplier. Le tout, c'est toi. C'est bien dit. Très poétique. Monsieur? D'abord, toi, tu fais bien d'être critique par rapport à Pride. Probablement que ne pas avoir cru que tu n'avais pas de réseau ici, en ne te permettant pas d'aller au YMCA pendant le début de tes démarches, ça t'a privé d'avoir de la bonne information et d'aller voir où sont les ressources et de connaître ces ressources-là. Je pense par exemple à Rivo, qui fait un travail extraordinaire, qui est le réseau d'intervention pour les personnes ayant vécu la violence organisée. C'est un réseau à Montréal qui est très bien organisé, des psychologues, des thérapeutes, des travailleurs sociaux et tout ça. Par rapport à ton permis de travail, tu l'aurais eu moins dur parce qu'on aurait pu te diriger aux bonnes places et tu aurais certainement eu ton permis de travail plus rapidement qu'au mois de mai du Canada. Alors moi, je t'encourage à continuer à critiquer le Pride. L'autre chose que je voulais apporter aussi par rapport à ce que vous avez mentionné, quand il y a eu le changement de loi en 2012 ou avant 2012, avant d'avoir l'audience à la CISR, ça peut prendre des années et il y a même encore des gens qui sont arrivés en 2011 qui ne sont toujours pas passés dans le commissaire. Bon, c'est longtemps après. Donc, les gens de la communauté LGBTQ+, avaient à ce moment-là beaucoup plus de temps pour se dépersonnaliser ou se repersonnaliser, se déprogrammer, se reprogrammer. À ce temps, les gens doivent le faire en 2 mois. Et la question du coming out est souvent centrale à l'audience. Parce qu'on ne se le cachera pas, il y a des gens qui arrivent ici avec une histoire de guilt, alors qu'ils ne sont pas. Ça, c'est pas à nous à juger ça. Puis moi, j'étais responsable d'un centre d'hébergement pour hommes demandeurs d'asile pendant 10 ans et j'en ai vu de toutes sortes. Mais moi, c'est pas à moi à juger ça, c'est au commissaire à le juger. En l'espace de 2 mois, faire un coming out pour quelqu'un qui, toute sa vie, s'est senti sale, s'est senti animal, s'est senti moins que rien, on ne peut pas demander à cette personne-là de venir bien dans sa peau au bout de 2 mois puis dire au commissaire, ben oui, je me promène dans le village, je mets dans la main de ma blonde ou avec mon cœur. On ne peut pas faire ça. Puis il y avait, ça, je pense que les commissaires ont été très sensibilisés grâce au travail, je pense, de l'Arc-en-Ciel d'Afrique ou peut-être d'Agir, je ne sais pas lequel des deux a fait cette sensibilisation-là à propos du coming out, justement. Parce que les commissaires avaient la tendance, à un moment donné, à poser, ben, nomme-moi donc des barbies dans le village. Ça continue encore. Ça continue encore, malheureusement. C'est triste que ça continue. Mais c'est vrai, je sais qu'il y a une différence entre Québec et le reste du Canada, dans le sens, comme à Toronto, l'exemple, c'est qu'ils peuvent l'exiger, même vraiment légalement, ils ont le droit d'exiger des preuves. Alors qu'ici au Québec, ça a été enlevé. Le commissaire peut le demander parce que c'est une histoire d'immigration. Moi, je me rappelle, l'avocat m'avait dit de tout ce dont il s'agit de savoir, est-ce que le commissaire te croit ou pas. C'est vraiment ça. Tu peux avoir un dossier qui est complètement faux, mais tu sais très bien raconter ton histoire et puis le commissaire est pris au jeu et tu as ton dossier. De la même façon qu'il me disait, mais ça ne sert à rien de stresser pour ton audience. Tu peux avoir le meilleur dossier. Moi, j'avais la chance d'avoir un dossier très facile, vraiment, parce que j'étais militant et que il y avait plein d'articles sur moi. Donc, c'est comme, mon avocat disait, j'ai même pas besoin d'être là. Mais en même temps, il me dit, ce qui peut arriver avec un commissaire qui a eu une très mauvaise journée, vient avoir la pire nouvelle de sa vie, et qu'il le veuille ou non, c'est un humain, ça peut affecter la décision qu'il va prendre. Même avec ton dossier comme ça, il peut te refuser l'asile, parce qu'il n'était pas dans une journée, il peut écouter. Donc c'est ça, l'éducatrice. Tantôt qu'on parlait
des commissaires qui vont dire, qui cherchent les preuves, je ne crois pas que cette personne-là est gay, c'est aussi parce que beaucoup de commissaires, tout ce qu'ils connaissent de la communauté homosexuelle, c'est les clichés. Et que tous les hommes gays sont efféminés et toutes les femmes lesbiennes sont un peu masculines. Et que quand tu arrives, moi je sais qu'il y a un de nos membres, ça a été le grand problème. Il a comme 2 mètres et large, très le stéréotype même du mec viril. Et que il arrive à l'audience, qu'il parle de ses histoires, il dit mais ça te ressemble pas. Il dit qu'il parle du fait qu'il a rompu avec son chum, qu'il pleurait à cause de ça. Il dit non, j'y crois pas. C'est en train de le jouer, c'est pas normal. Un homme comme toi, non. Donc vraiment, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'apprentissage à faire, mais c'est plus. Tantôt dans le panel, dans la première partie, on disait vraiment il faut en parler. Et c'est ce qu'il faut faire, en parler. Et s'il y a moyen de faire en sorte que ce soit obligatoire dans le cursus des personnes qui prennent ces décisions-là, qu'ils puissent... nous, on fait des interventions dans des écoles. Mais la réalité, c'est que c'est les écoles les plus avancées sur la question qui vont venir chercher des gens dans le domaine. Tout à fait. On est déjà dans le processus. Donc, le commissaire aussi qui va aller s'informer, c'est le commissaire qui comprend. Il se dit, lui, il veut savoir comment je me rends compte qu'il y a des manques et j'aimerais mieux comprendre. Mais celui qui ne veut pas comprendre, il va rester plus fermé. S'il n'est pas obligé de suivre une formation X, il ne la fera pas. Donc, c'est... Non, c'est quelque, c'est quelque chose qui devrait être quasiment une partie, comme on est à l'école, mais il devrait avoir un cours sur les réalités LGBT, pour les réalités des réfugiés LGBT. Aussi une partie, puis globalement, mais également une partie pour les femmes, qui n'est pas du tout la même réalité, et une partie pour les hommes. Je ne suis pas très pour séparer, mais pour cette question-là, c'est vrai qu'il y a des façons différentes de faire. Il y a des choses sur lesquelles des commissaires vont regarder des hommes, vont dire, par exemple, justement, sur la question de la virilité, non, c'est pas vrai, je te crois pas. Mais pour les femmes, j'en ai une, pareil, elle a dit, ce que j'aimerais, c'est avoir, moi j'aimerais ça avoir un jour, une femme et des enfants. Et le commissaire s'est arrêté, puis lui a dit, tu vas faire ça comment? Donc, voilà. Mais ce que tu mentionnes, c'est intéressant parce que c'est comme, moi je fais partie du Conseil des Montréalaises, puis on appelle ça une analyse différenciée selon les sexes. Donc c'est d'avoir, puis même le plus pour tenir compte de l'intersectionnalité. Donc c'est de se dire, une personne qui se présente devant un commissaire, qu'il soit femme, qu'il soit homme, etc. Donc c'est certain qu'il y a différents éléments dont on doit tenir compte et ça peut faire partie d'un cursus justement. J'ai madame ici qui avait une question. Relations interculturelles, on a un comité LGTB, on a un comité femmes, on a un comité jeunes. Et on est de plus en plus nombreux dans l'organisation à se dire, justement, il faut adopter une approche intersectionnelle. Puis aussi, il faut que ça sorte, il faut décloisonner les choses aussi pour les gens qui ne sont pas dans les comités, pour qu'eux-mêmes prennent conscience et prennent charge de tous ces enjeux-là. Par exemple, moi je travaille comme conseillère syndicale, je veux que les gens dans un syndicat soient en mesure de défendre tout le monde, qu'ils soient victimes de discrimination sur une base raciale ou d'orientation sexuelle. Je veux que mon président de syndicat soit sensible à tous les problèmes et capable de défendre tous ses membres avec la même conviction. Et c'est pas en ayant des approches compartimentées peut-être qu'on doit s'y prendre, parce que c'est ce qu'on fait depuis 20 ans, puis on n'avance pas tant que ça finalement.
catégorie. Ouais. On étiquette. On se met dans des silos, comme on dit. Ouais. Exact. Puis là, soudainement, quand vous parliez, ça me faisait penser au livre d'Amin Maalouf, Les identités meurtrières, où il parle justement du danger au lieu de surmonter les barrières, de les ériger encore plus hautes en organisant les gens sur une base de communauté comme ça. Et je pense que c'est très important qu'il y ait des safe spaces, des groupes de services spécifiques comme les vôtres. En même temps, je pense qu'on ne peut pas, comme société, demander à ce que 2-3 organismes communautaires avec pas de ressources prennent sur leurs épaules toutes les populations en demande, toutes les personnes dont les droits sont bafoués. Oui. Comment voyez-vous le pont entre vos organisations et les organisations qui ne sont peut-être pas des spécialistes de la question des réfugiés ou des LGBT, mais qui pourraient peut-être... Je crois qu'aussi, il y a une question de bonne volonté des différentes associations, parce qu'on n'est pas... Même s'il n'y a pas une spécialisation, il y a quand même le bon vouloir et le vouloir aider. À mon niveau, je suis peut-être capable d'apporter d'autres ressources que cette organisation-là qui est spécialisée n'a pas. Ce partenariat, par exemple, va s'élargir, puis ça va peut-être donner une ressource nouvelle. Je crois que je pense que c'est vraiment ça, c'est de se dire à notre niveau, avec ce qu'on a, comment on peut faire pour quand même aider. C'est ce qu'on voit des fois avec, par exemple, nous on reçoit des médecins, des jeunes médecins, des jeunes internes qui vont pas forcément se spécialiser dans tout ce qui est pour les LGBT, mais parce que justement ils vont être médecins, ils veulent s'informer un petit peu sur la culture, sur tout ce qui est sexualité LGBT. Donc, en ayant ça, eux, ils vont dire, moi, mon travail, même si je ne serai pas cantonnée à la communauté LGBT, je vais peut-être mettre juste un petit arc-en-ciel, comme ça, les personnes peuvent se dire, je vais quand même aller le voir parce que je sais qu'il ne va pas me discriminer. Puis je pense que dans les associations, dans les différentes associations et les mises en place ou organisations, je pense que si on fait ça comme ça, ça peut aussi servir de la même façon. Oui, Yahimat, vous vouliez dire quelque chose aussi? Oui, moi j'ai utilisé une autre approche dans les ateliers que j'ai donnés à l'intérieur du ministère. Et c'est ce que j'ai réfléchi longtemps à savoir, parce que justement ça me préoccupait comme personne qui est affectée par la question de l'intersectionnalité. Comment je présente ça dans un atelier où, en moyenne, je dirais 2/3 des participants sont des personnes blanches et 30% des personnes qui sont là sont des alliés. Donc, je présume que c'est des personnes hétérosexuelles. Est-ce vrai ou non? Je ne le sais pas. C'est une assumption. Ce que je fais, j'y vais par une discussion sur le privilège. Et je m'utilise comme exemple. Je dis, moi, je suis un homme cisgenre, je suis une minorité visible, et je me compare avec un homme ou une personne qui est non-binaire, qui est sud-asiatique. Moi, j'ai un niveau de privilège qui est différent de la personne qui est non-binaire, parce qu'elle exprime son identité de genre ou de sexualité autrement comme moi. Moi, je passe, entre guillemets, dans beaucoup de places où la personne non-binaire ne passerait pas. Donc, je me sensibilise moi-même à mon privilège, et c'est ça que je fais dans les ateliers. Je sensibilise aux gens, j'essaie, c'est pas toujours une réussite. Des fois, c'est loin de ça. Mais je pense que c'est une autre façon de s'attaquer au problème de l'intersectionnalité. C'est de sensibiliser les gens à nos niveaux de privilèges et les comparer avec les gens qui ont moins de privilèges pour des raisons reliées à l'intersectionnalité. Et je trouve que souvent, ça ouvre des discussions, puis là, tu fais un « Oh my God, wow, oui ». Là, je le comprends. C'est intéressant, oui. On va prendre les 2 derniers mots de la fin, donc Rami et toi, Gabriel. Non, moi, je dirais, plus par rapport au fait qu'il va y avoir plusieurs comités qui vont être créés dans un même organisme. Il me dit, à la base, c'est que c'est par rapport aux besoins. Et qu'il y a des besoins quand même qui sont différents par rapport pour chaque comité qui est créé. Il me dit, la solution, c'est de s'assurer qu'il y ait une communication, que le travail que on dirait, si le comité LGBTQ est en train de faire son programme, qu'il puisse
Dans l'idéal, ce serait qu'il y ait toujours des personnes qui sont dans plusieurs comités. Comme ça, ils peuvent dire, voilà, dans l'autre comité, ce qui manque dans ce comité, ceci, c'est cela, par rapport à cette question-là. Et qu'il n'y ait aucun travail qui soit fait, qui soit dit, si c'est quelque chose qu'on doit partager avec le reste de l'équipe, faites-le passer d'abord dans les comités pour voir ce qu'ils en pensent. Peut-être qu'il y a des éléments que vous avez manqués qui sont spécifiques à tel ou tel autre groupe, justement. Comme ça, le travail au final, voire avoir un travail qui est commun au final. C'est comme les comités ont travaillé, ils ont fait un document unique. Ce serait vraiment s'assurer qu'il y ait une vraie collaboration entre... Son savoir-faire. Une belle concertation. Rami, mot de la fin? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire pour régler plein de problèmes. Voilà, c'est ça. OK. Mais au moins, ce qui est intéressant, puis Madame, vous avez soulevé une belle question, c'est ce degré d'ouverture-là. Donc, on va conclure comme ça. Je vous remercie d'avoir été présente, parce que le fait d'être ici, c'est que ça démontre, puis on voit ici qu'il n'y a pas beaucoup de gens nécessairement issus des communautés culturelles. Ça signifie qu'il y a ce degré d'ouverture, de mieux comprendre cette réalité-là et de repartir après dans vos organisations respectives, ou même d'un point de vue personnel, et de contribuer à faire avancer cette conversation. Donc, une bonne main d'applaudissements à nos panélistes. Merci beaucoup de votre générosité, de votre temps.